Howdy tout le monde, c'est Antoine et aujourd'hui on va causer d'Horizon, une saga américaine, le nouveau film de et avec Kevin Costner. Un film que j'attendais beaucoup depuis ses premières annonces pour deux raisons très simples. La première, c'est que j'aime un peu les causes perdues et je pense que mon rapport au cinéma est parfois similaire à celui des gens qui s'arrêtent pour sauver le moindre animal abandonné sur un bord de route. C'est mon côté Mère Teresa. Ce que j'entends par là, c'est qu'après plus d'un siècle de domination sur le cinéma américain, et pas que, le western est devenu l'exemple ultime du genre tellement essoré qu'il s'est éteint de lui-même. C'est même le modèle que tout le monde ne cesse d'appliquer pour annoncer la supposée fin programmée des super-héros ces dernières années. Pourtant, quelques irréductibles croient encore dur comme fer à son pouvoir de fascination et à la puissance de son imagerie. C'est le cas de Kevin Costner, qui sera toujours dans mon cœur Robin des Bois, mais qui a surtout réalisé deux des derniers grands westerns du tournant du siècle, Danse avec les loups et le très sympathique Open Range. Le voir revenir en 2024 au genre qu'il a plus ou moins accompagné dans son agonie, c'est déjà tout un symbole. Et en même temps, la deuxième raison de mon attente, c'est que le western ne va peut-être pas si mal quand on regarde la filmographie de Costner et surtout ce qui est à l'heure actuelle l'une des séries les plus populaires sur le sol américain, Yellowstone. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de me jeter sur les spin-offs, mais perso, Yellowstone m'a rendu accro comme peu de séries ont su le faire ces dernières années. Sous ces airs de Dallas moderne où de grands propriétaires de ranch se tirent la bourre avec des Amérindiens, des milliardaires véreux et des promoteurs immobiliers pour des questions de territoire, ça développe avec beaucoup de finesse une réflexion sur les fondements de l'Amérique et ses travers, qu'il s'agisse des limites de la propriété privée ou la question d'une violence plus ou moins légitime. C'est un peu facile à dire, mais dans Yellowstone, il n'y a pas vraiment de gentils ou de méchants, mais juste des personnages monstrueux, prêts à tout, même quand ils pensent le faire pour le bien commun. Alors que le western appelle un ailleurs, une ouverture vers une ultime frontière, le ranch de la famille Dutton dans le Montana est en fait une immense cage qui piège ses occupants dans une pensée communautariste qui les ronge de l'intérieur. Tout n'est que stagnation, parce qu'il n'y a plus rien à reconquérir. Et dans le rôle du patriarche John Dutton, Kevin Costner a justement fait des merveilles et a assumé de donner corps à une certaine idée du cow-boy vieillissant, conscient de la fin d'une époque. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à un article que j'avais écrit sur les premières saisons de Yellowstone, où je revenais entre autres sur l'impact sociologique de la série aux États-Unis, où elle arrive à rassembler une grande diversité de spectateurs. En tout cas, il est évident qu'Horizon doit beaucoup au succès de Yellowstone, au point d'ailleurs où la création du film a causé des conflits d'emploi du temps avec la star, et au passage quelques dramas en coulisses peu sympathiques, jusqu'au départ de Kevin Costner sur la dernière saison qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais c'est dire si Costner tient à Horizon, sur lequel je n'ai pas encore évoqué le plus important. Mais avant ça, un petit mot sur notre partenaire du jour, qui est pour le coup un film absolument immanquable. Quitte à parler de films incongrus, autant parler d'une vraie et belle curiosité de cinéma, et c'est le cas avec Pendant ce temps sur Terre, qui sort en salle ce 3 juillet et dont on est très content d'être partenaire. Il faut dire que le film nous tapait dans l'œil depuis un moment, puisque c'est la nouvelle réalisation de Jérémy Clapin, l'homme à qui on doit l'excellent film d'animation J'ai perdu mon corps. Pendant ce temps sur Terre représente son premier passage à la prise de vue réelle, tout en gardant quelques séquences en animation. Et ce mélange, il est assez intéressant pour une œuvre qui passe par pas mal de registres. On y suit la géniale Megan Northam, qui incarne Elsa, une jeune femme qui n'arrive pas à faire le deuil de son frère, qui était un spationaute prodige disparu dans une mission spatiale 3 ans plus tôt. Sauf que des extraterrestres la contactent en lui promettant de ramener son frère sur Terre, mais seulement si elle aide cette forme de vie inconnue à s'infiltrer sur notre planète façon body snatcher. Autant dire que sur sa petite heure et demie de durée, et je suis loin de vous avoir tout dit, il s'en passe des choses pendant ce temps sur Terre. Et ça prouve non seulement que Clapin a un sacré sens du rythme, mais aussi qu'il sait se montrer malin dans la rétention et l'épure. Sans nous en montrer beaucoup, il suggère toute l'ampleur fantastique de son univers, ce qui aide d'ailleurs à s'interroger sur la réalité ou non des événements qui nous sont présentés. Je trouve ça franchement brillant, puisque ce manque d'image, cette absence, c'est justement tout le thème du film. Comment se remettre de la disparition d'un être cher quand on ne peut pas matérialiser sa mort par un corps? On peut douter du point de vue d'Elsa, qui pourrait n'être que symbolique, parce que tout repose sur un entre-deux, entre l'espace et la terre, entre la vie et la mort. Et on a l'impression d'être coincé avec elle dans cet interstice où elle est incapable de trouver sa place. Le film est donc une proposition franchement inspirée sur la question du deuil, mais qui vrille au thriller parano, le tout avec une ambiguïté morale qui fait sacrément plaisir. C'est d'autant plus beau qu'Elsa travaille dans un EHPAD et est donc confrontée à une autre forme de vie en bout de course. Et finalement, Jérémy Clapin rend son film très cohérent avec J'ai perdu mon corps.
Il y parle de notre peur primaire de perdre le contrôle de notre enveloppe charnelle et de voir le temps nous filer entre les doigts jusqu'à ne plus se reconnaître. Dans sa dimension de SF, les environnements urbains et ruraux du film arborent à leur tour une bizarrerie quasi extraterrestre, comme si on ne reconnaissait plus le monde autour de nous. C'est beau, souvent bouleversant et plein de surprises, et en plus la photographie et la musique sont absolument superbes. Donc si vous voulez prendre une petite claque, allez voir Pendant ce temps sur Terre en salle dès ce 3 juillet. Si Horizon a pour sous-titre une saga américaine, c'est que ce cher Kevin compte bien étendre son univers en plusieurs longs métrages. Et oui, Horizon sur le papier, c'est pas moins de 4 films que Costner a en tête, et pour le moment, le deuxième est déjà dans la boîte, puisqu'il a été tourné en même temps que le premier, pour une sortie programmée en France pour le 11 septembre prochain. Un peu à la manière des sorties rapprochées de Matrix 2 et 3, ou plus récemment des Trois Mousquetaires, Kevin Costner mise sur la prise d'un rendez-vous avec le public. Ce qui est en soi un sacré risque, d'autant qu'Horizon est bien une arlésienne qu'Hollywood a rejetée pendant des années. Si l'on en croit la plupart des médias américains, le coût du premier film est estimé à lui seul à 100 millions de dollars, et sur ces 100 millions, la moitié viendrait directement de la poche de Kevin Costner, qui a notamment hypothéqué sa maison pour l'occasion. Alors je termine bientôt cette longue mise en contexte pour parler du film en lui-même, mais c'est très important de revenir sur cette question financière. Horizon, je l'ai découvert en mai dernier, lors de sa présentation hors compétition au dernier festival de Cannes. Avec ce cher Alexandre, qui a comme moi arrêté de dormir pendant 10 jours sur la croisette pour voir à peu près 40 films, on a d'ailleurs enregistré 2 épisodes bilan de Cannes pour notre podcast La Rue d'Écran Large, que je vous incite évidemment à aller écouter. En plus, c'est dispo sur toutes les plateformes d'écoute, toi-même tu sais. Dans ce podcast, on était d'accord pour dire que Cannes sert d'indicateur sur l'état de l'industrie. Et il est toujours intéressant de percevoir une sorte de mouvement plus ou moins global concernant la sélection. Et en 2024, ce mouvement, ça a clairement été celui de la démesure. Des projets fous et insensés, parfois maturés depuis des années par des auteurs acharnés. Bien sûr, le champion de toute catégorie, c'est Megalopolis de Francis Ford Coppola, qui a lui aussi investi une bonne partie de sa fortune personnelle pour pouvoir réaliser son rêve. Mais même en allant chercher du côté de Emilia Pérez de Jacques Audiard ou L'amour ouf de Gilles Lelouch, on a vu des films qui prônaient l'originalité, l'ampleur et les ruptures de ton bizarres, comme s'il fallait absolument s'éloigner d'une crainte du conformisme que les algorithmes du streaming ont grandement imposé ces dernières années. Alors c'était souvent indigeste, voire raté, mais on ne peut pas enlever à ces films leur ambition et leur envie de tester les limites de leur médium. Et ça, pour moi, c'est clairement le cas d'Horizon, qui veut réinventer l'écriture du western en faisant de la conquête de l'Ouest un immense terrain de jeu où vont se croiser sur plus d'une décennie les destins de nombreux personnages. Sur le papier, c'est très alléchant, d'autant que ça permet a priori d'équilibrer les points de vue et de sortir des clichés habituels d'une histoire écrite par les vainqueurs et qui a trop souvent fait des Amérindiens des sauvages sanguinaires. En bref, Horizon, ça veut avoir une ambition technique de spectacle cinématographique, mais avec l'ambition narrative d'une série télé. Ce qui est marqué par le choix de tourner le film au format 1,85, habituel du petit écran, et non avec le majestueux 2,39 qui a souvent mis en valeur les paysages américains. Certains y voient un problème, mais pour moi, ça permet à Costner de garder une certaine verticalité dans l'image, et surtout de ne jamais perdre de vue le raccord humain et les visages de ses personnages. En même temps, l'horizon du titre est dès le départ parasité par des piquets, puis des croix plantées sur les territoires encore vierges de la vallée de San Pedro. Le péché états-unien originel, c'est bien la propriété privée et sa manière de marquer l'histoire de ces lieux par les cadavres toujours plus nombreux qui y sont enterrés. D'un point de vue théorique, je trouve ça fascinant. Et ce parti pris permet à Costner de développer dans son premier quart la meilleure scène du film, une attaque d'Apache sur un village de colons où la violence et la mort vont chambouler des destins et motiver des arcs narratifs. Et dans le lot, on a cette idée géniale liée à la verticalité où une mère de famille, incarnée par Sienna Miller, se cache avec sa fille dans la cave condamnée d'une maison en feu, avec seulement un canon de fusil pour respirer à la surface. Cette séquence pivot est à la fois la clé de voûte d'Horizon, mais aussi ce qui marque profondément ses limites. Au départ, on se plaît à voir le film alterner les points de vue et les camps, qu'il filme des Amérindiens bien décidés à défendre leur terre ou des colons en quête de vengeance. C'est loin d'être toujours fin, mais les parallèles qu'il tisse entre ces scènes, où tout le monde perd des proches, doit choisir avec quel allié partir, etc., tend vers une égalité des forces, qui s'étend à tout un pays. Du Montana au Wyoming en passant par le Kansas, les panoramas variés du cinéaste sont empreints d'une odeur de mort et reflètent avant tout l'escalade inévitable de la violence. Le problème, c'est qu'on frise rapidement l'indigestion. C'est bien simple,
il se passe beaucoup trop de trucs dans Horizon, ce qui m'empêche d'ailleurs de vous décrire un synopsis un peu précis. Tout ce que je peux dire, c'est que l'histoire débute en 1953 et qu'on alterne entre une multitude de récits. Alors ça comprend, sans être exhaustif, l'histoire d'une mère incarnée par Jenna Malone qui se retrouve traquée par le gang de son ex-mari violent, les allées et venues des survivants du massacre des Amérindiens que j'évoquais plus tôt, l'arrivée de l'armée dans ce chaos qui préfigure la guerre de sécession, ou encore le suivi d'un convoi dans le désert. Pour vous donner une idée d'à quel point le film est rempli à ras-bord, le personnage qu'incarne Kevin Costner ne débarque qu'à la moitié du film, qui dure 3 heures. Alors qu'en plus, il se donne le beau rôle attendu, mais franchement assez jouissif, du vieux cow-boy sexy, mutique mais au grand cœur, qui normalement doit être le ciment supposé de ces narrations vouées à se recouper à un moment donné. Et le truc, c'est que je dis bien supposé, car cette première partie d'Horizon n'est qu'une très longue introduction de série télé qui passe son temps à vagabonder de scène en scène, de personnage en personnage, sans jamais rien connecter. L'exercice devient vite épuisant et vain, surtout que la durée lancinante du film n'est que rarement au service du développement des protagonistes. Alors bien sûr, il y a quelques éclairs de brio par-ci par-là qui évitent de trop s'ennuyer, et je pense notamment à une discussion tendue entre Costner et un outlaw à la gâchette facile, mais le problème c'est que l'investissement qu'il nous demande n'est jamais à la hauteur de sa promesse. Vous savez, quand on parle de règles de scénario et de rythme, la question qui doit se poser en premier, c'est l'immersion. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on entend par là? Pour pas mal de scénaristes, il y a un constat simple. Pendant que vous regardez un film, vous êtes dans l'instant présent du film. Vous retenez les informations disséminées en cours de route, mais vous n'êtes plus en train de repenser à une scène qui a eu lieu 10 minutes avant. Quand c'est bien fait, un film peut même vous faire oublier des choses, ce qui donne plus d'impact lorsque cet élément vous explose en plein visage à la fin. Mais pour ça, il faut avoir pris le temps d'emporter le spectateur dans le rythme de vos scènes, ce qu'Horizon ne réussit jamais. Dès que vous avez passé 5 minutes à vous engager sur une séquence et des personnages, pouf, le film passe à autre chose, souvent au mépris de notre mémoire et surtout de notre engagement émotionnel. À force de ne s'attarder sur rien, de zapper de situation en situation, l'ensemble a des airs de premier montage mal dégrossi, de folie des grandeurs englouties par sa propre mégalomanie. Et encore une fois, sur le papier, j'étais totalement d'accord avec cette ambition, mais force est de constater que dans la pratique, elle se prend un mur. Et pour ça, il y a un truc très simple à relever, et promis, je ne vais pas spoiler, mais c'est la fin. Au bout de ces 3 heures, Horizon s'arrête, de manière totalement arbitraire. Et la seule récompense qu'on aura, c'est que la musique se met à prendre tout l'espace sonore, et on a droit à un montage pour nous teaser ce qu'il y aura dans la partie 2. Mais sauf qu'avant, il n'y a pas vraiment de cliffhanger, ou même la sensation que les personnages aient fait un choix fort qui va définir leur voyage et leur future rencontre. À part peut-être pour le personnage de Costner, justement. Et c'est super bizarre. Concrètement, le film pourrait s'arrêter un quart d'heure plus tôt ou un quart d'heure plus tard, ça serait pareil. Comme si toute la saga avait été composée en un seul bloc grossièrement découpé. Surtout qu'à force de matraquer ces multiples sous-intrigues, l'ellipse reste le moyen le plus efficace pour lui de faire évoluer ses héros, même quand le fait de percevoir leur évolution sentimentale ou morale serait de loin le plus intéressant. Pour ça, il y a l'exemple simple de l'amourette entre Sienna Miller et Sam Worthington en courageux militaire, qui n'existe qu'avec des bribes de scène et surtout avec les interstices entre elles. Alors qu'en plus, ils sont plutôt mimi ensemble. Honnêtement, ça m'embête vraiment de le dire parce que j'avais très envie d'aimer Horizon, ne serait-ce que pour la profession de foi de Kevin Costner. Ça se sent qu'il aime le western et qu'il cherche autant à moderniser son approche thématique qu'à rassembler un siècle d'histoire cinématographique en convoquant tour à tour John Ford, Anthony Mann ou encore Clint Eastwood. Sauf qu'en réalité, si je devais trouver un autre comparatif, je dirais surtout que voir Horizon, c'est un peu comme regarder en simultané 5-6 streams différents de Red Dead Redemption 2. Et je me demande si c'est pas voulu d'ailleurs. Face à l'ambition démesurée du film, c'est difficile de ne pas penser aux jeux de Rockstar Games. À leur sortie, les Red Dead Redemption ont beaucoup été comparés au cinéma, autant pour leurs référents évidents du côté des classiques du western, que pour leur manière de les transcender. Non seulement c'est nous qui incarnons cette fois le cow-boy, mais la multitude de quêtes à notre disposition dans ce monde ouvert gigantesque permet au final un rapport plus complet et nuancé à cette époque de mutation de l'Amérique. Surtout que Red Dead parle vraiment de la fin de la conquête de l'Ouest et de l'industrialisation des États-Unis, pour le meilleur et pour le pire. Je trouve ça hyper courageux qu'Horizon ait essayé de tacler cette même richesse dans un médium qui, a priori, ne semble pas le permettre.
Et ça renvoie à ce que je disais plus tôt sur ce festival de Cannes 2024 complètement boulimique. On a envie de saluer les efforts et les outrances des cinéastes, surtout quand ils hypothèquent leur baraque pour ça. On a envie de saluer le fait de faire un gros doigt d'honneur aux desiderata des studios et au fait de se donner corps et âme dans un projet qui a peu de chances d'intéresser un large public. Mais Horizon en devient un objet vraiment bâtard et paradoxal, coincé dans cette nature hybride qui semble incapable de faire un choix clair. D'un côté, la proposition est tournée vers le passé, vers un bon vieux temps oublié que Costner espère remettre au goût du jour. Et de l'autre, il vise une forme d'exhaustivité narrative, digne des nouveaux médias, comme s'il avait mixé une écriture de jeu vidéo avec plusieurs saisons de Yellowstone, mais avec une ampleur esthétique d'antan réservée au grand écran. Autant dire que ça peine à être engageant, ce qui est un peu ballot quand ta partie 2 doit sortir dans à peine quelques mois. Alors bon, les médias américains annoncent déjà depuis plusieurs semaines qu'Horizon va être une catastrophe au box-office. Et bon, a priori, ça m'embête, mais ils ont raison, puisque les premiers chiffres sont vraiment très faibles. Après, à force d'enterrer les films avant même leur sortie, peut-être qu'il ne faut plus s'étonner du manque de prise de risque des studios et des grands fous comme Costner ou Coppola. Dans ce cas précis, on pourrait mettre ce désintérêt sur le côté film de papa qui veut ressusciter un genre plus si populaire sur grand écran, mais on pourrait aussi dire, surtout depuis les critiques récurrentes sur les systèmes Marvel et autres franchises à rallonge, il faut peut-être arrêter de mélanger le cinéma et la série télé. Les deux formats ont leur propre valeur, là n'est pas la question, mais il leur faut leur espace, avec leurs règles pour pleinement éclore. Je comprends pourquoi Horizon a tenté de mixer les deux, mais peut-être que Kevin Costner aurait dû assumer d'en faire une mini-série. Qui sait, ça aurait peut-être fait de cette déception l'héritier logique de Yellowstone. Après, par soutien pour ce joli move suicidaire, j'irai voir curieux la deuxième partie, en espérant qu'elle sauve un peu les meubles, et qu'il puisse financer les deux autres films. Et en parlant de soutien, t'as vu, 5e dan en transition, vous pouvez soutenir Écran Large et nos divers supports pour qu'on reste un média libre et indépendant. Déjà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo bien évidemment, et à écouter notre beau podcast que j'évoquais plus tôt. Mais surtout, si le cœur et le portefeuille vous en disent, on propose pour quelques euros par mois un abonnement sur le site d'Écran Large. Ça vous donne accès chaque semaine à plusieurs articles exclusifs, ça comprend des éditos, des études box-office, des analyses de films et plein d'autres choses trop cool. Le lien est en description et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!